Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La fin de la première semaine de Roland-Garros approche. À l'heure qu'il est, on est samedi. Zverev est en train de batailler en cinquième set face à l'étonnant Talon Griekspoor, le néerlandais. Donc voilà, la fin de la première semaine touche à sa fin. Les huitièmes de finale arrivent. La deuxième semaine également et des Français aussi. Tout d'abord, je voulais parler des petites déceptions, entre guillemets. On avait beaucoup parlé, enfin beaucoup non, mais j'avais fait un petit focus sur Hugo Humbert, ce qu'il pouvait apporter à Roland Garros, prendre les tours un par un, qu'il avait le niveau de jeu, notamment avec ce qu'il avait montré en quart de finale à Monte-Carlo face à Ruud. Malheureusement, c'est pas passé face à Sonego, autant pour moi. Il faut savoir qu'Hugo avait des problèmes personnels un petit peu pour aborder ce premier tour, donc c'était un petit peu compliqué pour lui. Il a très mal servi, il faut être totalement honnête, pardon. Il est aligné en double mixte avec sa copine. On va voir s'il ressent un peu plus la terre battue parisienne en préparation évidemment des Jeux Olympiques de Paris. En deuxième petite déception, c'est Arthur Fils. J'attendais beaucoup d'Arthur. L'année dernière, c'était compliqué après Lyon, après sa victoire. En plus, au premier tour face à Davidovich Fokina. Là, au premier tour, il avait un très 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 gros client sur terre battue. On en avait un petit peu parlé lors de la première vidéo. Il est tombé sur Arnaldi. Arnaldi qui joue le feu, qui a battu Rublev du coup au troisième tour. Donc Arthur Fils au premier en 4-7. On va revenir un petit peu plus tard sur Arnaldi. Déception pour Arthur. On attend un petit peu cette confirmation en Grand Chelem. Mais je suis sûr que ça va venir. Arthur est encore jeune. Il apprend. On verra à Wimbledon. Ça va pas du tout être sa surface, mais on va voir. Et puis surtout, est-ce qu'il va être qualifié pour les Jeux Olympiques? Normalement, oui. Il est 32e mondial à l'heure où on parle. Ça devrait le faire. Donc on attend aussi voir au JO. Et une petite dernière déception, j'avais fait un focus sur elle, elle est américaine, c'était Danielle Collins. Danielle Collins, j'en avais beaucoup parlé, elle a fait une fin enfin, elle fait sa fin de carrière avec une saison remarquable. Elle a gagné énormément de matchs, elle ne perdait uniquement face à Zabalenka. Pas de chance, au deuxième tour, elle est tombée sur la Serbe Danilovic, issue des qualifications. C'est dommage. Voilà, j'avais fait un petit point sur Danielle Collins en espérant qu'elle soit l'outsider qui allait nous faire rêver sur ce Roland Garros. C'est pas le cas pour Danielle Collins, mais il y en a plein d'autres qui nous font rêver, notamment la Serbe qui l'a éliminé, Danilovic, qui s'en est sorti au troisième tour face à Vekic sur un troisième set au tie-break final magistral. Et c'était très très impressionnant de la voir relâcher toutes ses émotions. Elle a pleuré sur le court, c'était vraiment très beau et c'est vraiment incroyable que le tennis puisse nous apporter ce genre d'émotions. On va pouvoir maintenant passer un petit peu en focus sur le tableau masculin, puis ensuite on partira un petit peu sur le tableau féminin. Yannick Sinner, j'en avais parlé, il avait son problème à la hanche, il a fait un début de saison magistral, il a gagné son premier majeur en Australie, il a fait des très très bons résultats sur terre au tout début de saison, enfin bref, c'était assez sympa. Il avait son problème à la hanche, l'Italien nous a rassurés, ça passe facilement ces trois premiers tours en 3-7, notamment une image qui est très marquante, c'est sur le deuxième match quand il joue face à Gasquet. Il y a, je crois, 30-0 pour Sinner et Gasquet est déjà mais trempé, il est déjà au bout du rouleau alors qu'il y a encore 3 sets à jouer. C'est assez impressionnant le niveau de jeu qu'affiche l'Italien sur ce début de Roland Garros, donc sur cette première semaine. Et attention, en huitième, il va affronter un joueur complètement fantasque, complètement fou, qui nous a fait vibrer sur cette première semaine de Roland Garros. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de Corentin Moutet. Corentin Moutet, il a 25 ans, il a été au meilleur de sa forme 51e mondial, il revient d'une grosse blessure, une fracture au poignet, et il a un jeu complètement atypique, complètement fou. Il n'y a pas un point, pas une balle qu'il joue de la même manière. Il va enchaîner les slices, les amortis, les coups forts, les services cuillères, les services extérieurs. C'est simple, il rend complètement fou tous ses adversaires. Ça a été le cas au premier tour face à Nicolas Jarry, qu'il avait déjà battu à Santiago du Chili sur une ambiance de fou furieux. Ça a été le cas sur le Simone Moutet. Et oui, pour la petite blague, on surnomme maintenant le Simone Mathieu le Simone Moutet pour cette ambiance complètement folle qu'il nous a donnée sur les deux premiers tours, entre du coup Nicolas Jarry au premier en 4-7 et à Shevchenko au deuxième tour en
4-7 également. Ça a été interrompu par la pluie. C'est vraiment pas facile à gérer cette début de quinzaine de Roland-Garros entre les interruptions de match, reprendre, s'arrêter, reprendre 5 minutes, 10 minutes, se réarrêter. C'est très compliqué. Corentin Moutet a fait preuve d'une énorme force. Il est soutenu par un public complètement fou. Et l'image marquante, c'est vraiment ce match, en tout cas pour moi, chez les hommes, dans le tableau masculin, l'image marquante de cette première semaine, ça a été le match entre Moutet et Ofner au troisième tour. Les deux nous ont offert un spectacle magistral. Ils étaient vraiment en train de jouer au tennis, vraiment avec un sourire l'un et l'autre. Bon, Moutet, évidemment, a fait ses petites phrases, a laissé parler beaucoup de ses émotions, c'est un petit peu emporté. Et Ofner a eu une attitude irréprochable. Il était complètement cramé, Ofner, il faut être complètement honnête. Il avait joué ses deux premiers matchs en 5-7. Ça a été très compliqué pour lui. Mais il avait toujours ce sourire, cette joie. Et j'ai beaucoup apprécié le discours de Corentin Moutet à la fin. Et c'est vraiment important, c'est pour ça que je vais vous le redire. C'était texto, hein, c'était merci d'avoir aussi beaucoup supporté Ofner, de l'avoir encouragé. Ça ne veut pas dire que quand vous l'encouragez, vous ne m'encouragez pas moi. Il y avait une forme de respect entre les deux et entre le public qui était complètement fou sur cette night session au Suzanne Lenglen, au Corentin Lenglen, on pourrait l'appeler comme ça. Donc magistral, Corentin nous a fait parler toute sa magie et on attend un très 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 gros match dimanche soir face à Yannick Sinner, je pense sur le Châtrier, je pense en night session. Ça va être très très intéressant de voir comment le jeu de Corentin va pouvoir un petit peu bousculer Yannick Sinner qui est très en forme et qui ne semble plus du tout avoir un problème à la hanche. Donc voilà, ça va être super intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et on a un Français en deuxième semaine, c'est pas fou ça? C'est incroyable. Autre personne qui nous inquiétait un petit peu, un gros concurrent au titre sur ce début de quinzaine, il s'agit de l'Espagnol Carlos Alcaraz. On en avait parlé dans la précédente vidéo, Carlos Alcaraz il arrive à Roland-Garros sans repère. Vraiment, faut être totalement honnête, il s'est fait éliminer en quart à Madrid, c'est le seul tournoi qu'il a fait. Il a toujours son manchon sur le bras sur le début de la quinzaine. Il est passé facilement au premier tour. Au deuxième tour, il s'est fait un petit peu peur face au Néerlandais de Jong. Il a perdu la troisième manche, il me semble, ou la deuxième, je ne sais plus, mais en tout cas, il a perdu un set. Il a réussi à se ressaisir. Et hier, il a affronté Sébastien Corda. Donc, je le redis, on est samedi à l'heure où je tourne. Et Zverev est en train de perdre au cinquième set face à Talon Griekspoor, le Néerlandais. Et donc, hier soir, Alcaraz jouait Sébastien Corda. Et il y a eu un niveau de jeu. Oh là 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 là. Le niveau de jeu proposé par les deux joueurs, entre l'Américain et Alcaraz, c'était incroyable. Alcaraz a une couverture du terrain furieux. Je pense que son problème au droit, il ne l'a plus du tout. À voir s'il va pouvoir gérer mieux son tournoi que comparé à l'année dernière, où il arrive complètement cramé en demi-finale face à Djokovic. Il faut dire les termes, il est complètement cramé et il a mal géré son tournoi. C'est peut-être encore des erreurs de jeunesse, aller chercher des balles qui ne sont pas forcément obligatoires à aller chercher. Ça coupe les jambes. Donc il n'arrivait plus à jouer l'année dernière. C'était un peu triste d'ailleurs. Mais bon, j'espère qu'il va mieux gérer. Il est passé en 3-7 face à Corda. Attention, la partie de tableau d'Alcaraz est sacrément costaud. Et on va en parler tout de suite. Et oui, on va en parler tout de suite, évidemment, parce que dans sa partie de tableau, il y a le grec Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, pour le moment, ça va bien. Enfin, ça va, enfin, on s'entend. Il fait un très bon début de tournoi. Il est passé facilement face au Chinois Zheng hier en 3-7, en 1h33. Franchement, c'est une correction. Le pauvre Chinois, il savait plus où il habitait. Il a visité le cours Langlaine de long en large en travers. Et attention, parce qu'on attend beaucoup de Tsitsipas. J'en avais fait un focus, il a le récent vainqueur de Monte-Carlo, finaliste à Barcelone. Attention, parce qu'en quart de finale, il va affronter, s'il passe au prochain tour, Arnaldi. Attention, très 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 gros client. Donc s'il sort Arnaldi, attention, gros match test, je répète, Arnaldi nous a tous surpris en battant Rublev. Rublev qui s'est auto-sabordé, mais on en fera peut-être un petit focus plus tard, peut-être à la fin du tournoi. En tout cas, Tsitsipas affronte l'Italien remarquable Arnaldi, pour ensuite, si ça passe, affronter Alcaraz, pour ensuite, si ça passe, affronter Yannick Sinner, pour ensuite, si ça passe, affronter peut-être Djokovic.
Donc il a bien fait de gérer. Attention, Tsitsipas est aussi engagé sur le double messieurs avec son frère et en double mixte avec Paula Badoza. Attention, moi j'ai un peu peur de j'ai un peu peur de de ces inscriptions-là, pardon, parce que j'ai peur qu'il se crame. Alors que honnêtement, il a des chances. Je pense qu'il y a de la place face à Alcaraz qui est un peu blessé et au vu du niveau de jeu du grec. Et je pense qu'il y a aussi de la place face à Sinner, au vu de la blessure de Sinner et au vu également du niveau de jeu du grec Stefanos Tsitsipas. Attention, cette partie de tableau va être complètement folle. La semaine prochaine, on va avoir que des matchs de fous. Honnêtement, entre Tsitsipas, Arnaldi, Sinner, Moutet, Alcaraz, je crois qu'il joue contre Félix Auger Aliassime, récent finaliste à Madrid. Euh, oui, je crois qu'il est. Non, je crois qu'il est. Alors, c'est pas, non, c'est pas à Madrid, c'est à Rome. Non, si, c'est à Madrid et c'est à Rome que c'est Zverev contre Jarry, autant pour moi. Donc, cette partie de tableau est complètement incroyable. La semaine prochaine, on va avoir des matchs de fou. Ça va être vraiment génial. Et enfin, je voulais faire un autre petit focus sur l'autre partie de tableau qui est beaucoup plus calme. Donc, j'avais fait un focus sur Casper Ruud qui fait un très bon début de saison. Ça a été douloureux, il est passé dans la souffrance face à Davidovich Fokina. Peut-être des cauchemars du 8e, je crois, du 16e, ou du 16e de finale en 2021 qu'ils font sur le cours 14, où c'était Davidovich Fokina qui s'était imposé. Là, ça a été une bataille en 5-7 sur le Langlen, en un peu plus de 3 heures. Rude est passé, ça l'a rassuré. Attention, je l'avais mis en favori pour le titre. Il est encore favori pour le titre. Peut-être pour son premier grand chelem, ici à Roland-Garros, où il est déjà 2 fois finaliste. Comme je disais, Zverev au premier tour n'annonçait pas Nadal, mais Zverev au premier tour jouait Raphaël Nadal au premier tour. Au deuxième tour, Zverev est passé tranquillement. Et là, au troisième tour, il est en train de perdre. Alors, je tourne la vidéo encore, je le répète, mais en train de perdre face à un surprenant Talon Griekspoor, le néerlandais, qui sert extrêmement bien, ça joue très bien. Il fait très peu de fautes. Zverev a beaucoup de mal à retourner, donc on va voir ce qui va se passer. Si l'Allemand venait à perdre, ça ouvrirait encore plus le tournoi à Djokovic et à Casper Ruud. Djokovic qui nous rassure, qui a eu des tours plutôt faciles. Il s'est mis en marche avec Pierre Hugerbert qui a très bien joué, il faut le reconnaître. Mais bon, c'est pas au niveau de Djokovic, pas assez pour le bousculer. Au deuxième tour, il a éliminé un Espagnol, donc je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Carbales, je crois, mais je sais plus du tout, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ça passe également en 3 manches facilement. Et ce soir, il va jouer contre Lorenzo Sonego, tombeur de Gaël Monfils et de Hugo Humbert. On va maintenant parler du tableau féminin. Je vais d'abord vous parler du match, pour moi, du match de la première semaine, en tout cas dans le tableau féminin. Il s'agissait du deuxième tour de la polonaise Iga Świątek, opposée à la japonaise Naomi Osaka. Ça a été un match incroyable, une intensité de fou furieux. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à voir Naomi Osaka aussi forte. Bah déjà, elle revient de elle revient de maternité, pas de congé maternité, elle revient de maternité. Elle a eu quand même pas mal de problèmes avant sa maternité d'un point de vue psychologique. Ça a été la première à annoncer vraiment cette charge mentale au niveau des joueurs. Elle avait refusé des, euh, des conférences de presse pour se préserver. Elle a été très exposée, ça a été très difficile pour elle. Elle est revenue, mais d'une force. La terre battue, c'était pas sa surface, on a l'impression que c'est devenu chez elle. Elle servait le feu, et je trouve qu'il y avait beaucoup de Serena Williams dans le jeu de Naomi Osaka. Je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En tout cas, c'était incroyable de les voir jouer toutes les deux comme ça. Iga Świątek est partie la chercher au mental, cette victoire. Elle a effacé une balle de match contre elle. Ça a été très compliqué, mais je l'avais déjà dit, Iga Świątek au mental, franchement, elle est presque imprenable. Elle nous l'avait déjà démontré à Madrid face à Zabalenka, où ça avait été très dur, dans des conditions très difficiles. Elle était partie chercher cette victoire, elle a fait pareil au deuxième tour face à Osaka, elle s'est rassurée au troisième le jour de son anniversaire, le jour de ses 23 ans. Donc bravo Iga, bravo la numéro 1 mondiale. Et petite image très impressionnante, à la fin de son match face à Osaka, donc dans les allées du Châtrier vers le vestiaire des joueurs,
On a eu une image d'une Iga Swiatek allongée, mais complètement en pleurs, parce qu'elle a relâché toute cette pression qu'elle a eue pendant le match. C'était très impressionnant à voir jouer. Bravo à elle. Et maintenant, c'est tout droit presque pour le titre, j'ose dire. Je pense qu'elle peut encore se faire bousculer, mais elle a montré qu'elle était capable de se battre, d'aller chercher des victoires dans des moments très difficiles. Félicitations à elle. Peut-être un quatrième titre à Roland-Garros l'attend le 8 juin prochain. On va maintenant faire un petit focus sur les Françaises. Je voulais vous parler de la 136e joueuse mondiale Chloé Paquet qui s'était qualifiée pour la première fois de sa vie au troisième tour d'un grand chelem. Franchement, Chloé Paquet nous a fait vibrer et était bénéficiaire d'une wildcard avant ce Roland-Garros. Elle avait fait presque que des premiers tours où, une fois, elle s'était inclinée au deuxième tour de Roland-Garros. Elle a réussi à s'en sortir, c'était franchement incroyable, notamment sur son deuxième tour où elle revient mais de nulle part. C'était très très impressionnant. Elle a aussi pu profiter de toute l'ambiance du Simone Mathieu, du cours numéro 6 qui était derrière elle. C'était très 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 beau à voir. Félicitations à elle. Malheureusement, la marche était un peu trop élevée au troisième tour face à la numéro 6 mondiale, tête de série numéro 5, Vondrousova. Et je voulais vous parler d'une deuxième française, évidemment, il s'agit de Gracheva qui s'est qualifiée en huitième de finale. Elle a battu au premier tour Maria Sakkari. Sakkari qui est une terresse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une joueuse de terre affirmée, confirmée. Et Gracheva l'a battue sur le Simone Mathieu, Simone Moutet. C'était très très beau. Pareil, aujourd'hui, elle a battu la Roumaine Begu, l'expérimentée Begu. C'était largement à sa portée. Elle l'a fait. Le plus dur pour les Français, Françaises et même pour les autres joueurs, c'était de confirmer après une victoire sur une tête de série. C'était très compliqué. J'avais très peur après sa victoire face à Sakkari. J'avais peur qu'elle en laisse beaucoup. On avait tous dit c'est super, elle s'est ouvert le tableau, c'est génial. On va voir, maintenant c'est un peu plus libéré. Effectivement, en battant Sakkari, elle s'est ouvert le tableau. Elle est en huitième de finale, elle est en deuxième semaine de Roland-Garros, et ça fait plaisir de voir deux Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Et enfin, en bref, un petit peu sur les autres prétendantes au titre, Zabalenka, Rybakina et une troisième, Coco Gauff. Zabalenka, ça passe facilement, elle est encore passée aujourd'hui face à sa meilleure amie Paola Badoza, évidemment, on parle beaucoup de Badoza en ce moment. Mais voilà, c'est passé, et j'aime beaucoup aussi Zabalenka, je la trouve très rayonnante sur le terrain, et même quand elle sort, elle a ce petit rituel maintenant de danser en bas des marches sur les vestiaires. Je trouve ça super cool, je trouve ça super rafraîchissant. Et pareil, elle a fait des vidéos, donc Instagram, TikTok, où elle danse avec les ramasseurs de balles. Je trouve ça super cool. Pour les ramasseurs, ça fait des très bons souvenirs, et puis elle, ça lui permet d'avoir une meilleure image auprès du public français. Et même, on sent qu'elle se sent très bien. Elle a eu des très beaux mots sur Iga Swiatek avant ce Roland-Garros, en disant que Iga l'a porté, l'a amené, l'a poussé vers le haut. Ça nous rappelle un petit peu les combats entre Federer, Nadal, Djokovic, qui à chaque fois que l'un battait l'autre, c'était ah c'est super, il a bien joué, mais je vais essayer d'augmenter mon niveau de jeu la prochaine fois pour le battre. Donc c'est super chouette de voir cette rivalité assez saine entre les top joueuses mondiales. Donc voilà, on attend Zabalenka, elle passe tranquillement ses premiers tours à Roland-Garros, on attend en deuxième semaine, je pense que ça va être très intéressant. Pareil pour la Kazakh, Rybakina, ça passe aussi, ça passe bien, ça passe vite, ça passe fort. Rybakina, on le rappelle, a été la seule à battre Iga Swiatek sur terre battue cette année, donc à Stuttgart. Donc ça va être très très intéressant de voir la suite du tournoi pour elle. Pareil également, ça passe pour Coco Gauff, même si elle s'est un petit peu tendue sur la fin de son troisième tour. Je pense que c'est des petits ajustements à retrouver, une petite certaine appréhension. C'est passé. Donc on va voir la suite du tournoi pour ces 4 joueuses et top 4 du tennis féminin. Et enfin, je voulais un petit peu parler d'une dernière joueuse. J'en avais pas parlé parce que j'avais peur de lui porter malchance. Il s'agit de la Tunisienne Ons Jabeur. Vraiment, j'avais peur d'en parler. Là, je vais un peu la remplacer. Je vais un peu remplacer Danielle Collins par elle. Donc j'ai très peur de la jinx. Donc on croise les doigts. Ons Jabeur, elle est 2 fois finaliste en Grand Chelem. C'est jamais passé encore, malgré le niveau de jeu qu'elle affiche. C'est la première joueuse d'Afrique dans le top 10 mondial. Elle est souriante, elle est rayonnante, elle a un super jeu, c'est une terrienne.
Je pense qu'elle peut créer la surprise sur ce Roland-Garros en allant battre justement une des 4 meilleures joueuses mondiales. J'y crois. Tout le public y croit aussi, parce qu'elle a aussi ce côté où elle a l'apport du soutien du public, donc c'est super. Hans Jabeur est l'une des joueuses les plus aimées du circuit, il faut le savoir, à la fois par les joueurs et à la fois par les supporters. C'est super cool. Donc voilà, courage Hans, on est derrière toi. Ça va être une deuxième semaine en tout cas du tableau féminin incroyable à voir jouer. Ça va être également une super semaine de tennis à Roland-Garros pour le tableau masculin qui nous attend. On attend encore plein de surprises. Pour le moment, on n'a presque aucune certitude sur l'affiche de la finale, ce qui est incroyable, alors que d'habitude on avait toujours Nadal et quelqu'un d'autre. Qui va aller affronter Nadal en finale? Là, c'est qui va aller en finale. Donc ça va être vraiment une deuxième semaine incroyable à Roland-Garros. Je vous souhaite de partager autant d'émotions que moi le tennis me fait vivre. En tout cas, Roland-Garros me fait vivre. C'est vraiment super chouette. Et je vais essayer de refaire une vidéo la semaine prochaine qui sera un petit peu plus dans l'analyse, je pense, entre les deux finalistes du tableau féminin et les deux finalistes du tableau masculin. D'ici là, je vous souhaite plein de tennis, plein de victoires encore françaises de Gracheva, de Moutet qui peut créer la surprise. Et merci le tennis et bonne soirée.